Bien sûr, donc c'est le collègue, le docteur Tourabali Kadavala Moïse de Paris qui va nous présenter son travail qui porte sur évaluer les pratiques réelles des chirurgiens réfractifs français en matière de prévention des infections après chirurgie réfractive cornéenne, photokératectomie à visée réfractive PKR, laser in situ kératomyélysis, LASIK et Small Antigen Lenticule Extraction, SMILE, en vue d'améliorer nos protocoles institutionnels opératoires. Bonjour à tous, cher président, chers membres de l'Académie. Je vous remercie de l'honneur de me laisser présenter mon travail qui porte sur les préventions des infections post-chirurgie réfractive. Mon introduction, 7 personnes sur 10 âgées de plus de 20 ans portent une correction optique en France. Donc, au niveau des différentes amétropies, nous avons la myopie. La myopie, le rayon de lumière se projette en avant de la rétine, donc l'image est en avant de la rétine, ce qui crée un flou visuel de loin. L'œil hypermétrope est un œil plus petit, donc le rayon de lumière se projette en arrière de la rétine, ce qui crée un flou visuel de près, mais qui est compensé par l'accommodation. Et l'astigmatisme, le rayon de lumière se projette en avant et en arrière, ce qui crée un flou visuel. L'objectif de la chirurgie réfractive, c'est l'hémétropie. Donc, c'est que le rayon de lumière se focalise juste sur la rétine, ce qui permet une vision sans lunettes ou sans optique. Donc, actuellement, en France, on réalise 3 techniques de chirurgie réfractive. La photokératectomie réfractive, c'est un laser de surface avec le laser excimer. Donc, on remodèle la cornée. Ensuite, il y a le LASIK. Le LASIK est une ligne de laser avec un laser femtoseconde qui permet de créer un capot. Ensuite, on soulève ce capot et on réalise un traitement au laser excimer. Il y a une technique plus récente qui utilise que le laser femtoseconde, le SMILE. On crée un lenticule intrastromal dans la cornée et ensuite on le retire pour corriger la métropie. Donc, les procédures de chirurgie réfractive sont considérées comme sûres, avec un haut degré de satisfaction du patient, avec une amélioration de la qualité de vie. La qualité de vie devient comparable à celle d'un hémétrope. Et la chirurgie réfractive est en pleine expansion. Les dernières données étaient en 2015, avec plus de 120 000 chirurgies par an. Les complications au niveau des chirurgies réfractives, nous avons des complications bénignes comme la sécheresse oculaire, les halos lumineux, mais les complications les plus graves sont bien heureusement les plus rares, avec l'ectasie cornéenne et la kératite infectieuse. Donc, dans la littérature, au niveau des prévalences des infections post-chirurgie réfractive, en fonction des différentes techniques, pour la PKR, le laser de surface, on monte jusqu'à 0,20% d'infections post-PKR. Pour le LASIK, la prévalence est plus faible, elle va jusqu'à 0,035%. Pour le SMILE, cette technique étant récente, pour l'instant dans la littérature, il n'y a que des case reports. Donc ici, vous avez 2 exemples d'infections post-chirurgie réfractive. Ici, une infection post-LASIK fongique avec l'infiltration du capot, confirmée également au niveau de l'OCT, le scanner de cornée, avec une infiltration, une hypereffectivité dans la cornée. Et ici, une infection post-PKR avec, pareil, ici, c'est un champignon. Donc, dans la littérature, il n'y a aucune étude qui évalue les protocoles pour la prévention des infections post-chirurgie réfractive, malgré la prévalence faible. Donc, l'objectif de notre étude est d'évaluer les habitudes de prévention des infections post-chirurgie réfractive. PKR, LASIK, SMILE, chirurgien réfractif français. Donc, comment on a réalisé cette étude? On a réalisé cette étude à l'aide d'un questionnaire anonyme de 36 questions en 6 parties. On l'a réalisé à l'aide de Google Forms. Donc, on a interrogé les chirurgiens sur les données démographiques, le nombre de chirurgies réfractives qu'ils effectuaient par an, le pourcentage de chaque technique, le lieu de chirurgie, le protocole préopératoire pour le patient, si le patient faisait une douche au savon ou à la bétadine, un collier préopératoire, surtout le mode de désinfection à la povidone iodée à la bétadine, le mode de désinfection, le temps contact. Et enfin, on leur demandait également quelle tenue ils mettaient pour la chirurgie, s'ils mettaient des gants stériles, un masque, une casaque. Également, on leur demandait au niveau du protocole opératoire s'ils changeaient d'instrument entre les 2 yeux,
s'il avait l'interface du capot du LASIK, le protocole post-opératoire immédiat avec le collier en fin d'intervention, l'utilisation antithérapeutique ou non, et le protocole post-opératoire, quel collier est utilisé en fonction de chaque technique, les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Et enfin, on leur demandait si dans leur carrière, ils avaient eu des infections post-chirurgie réfractive, le nombre, la technique, si le patient avait été hospitalisé. Donc, ce questionnaire anonyme, on l'a envoyé à 400 chirurgiens qui étaient adhérents à la Société française de chirurgie réfractive, la SAPHIR, qui est la société référente en France. Et on a recueilli les réponses au questionnaire entre décembre 2019 et 2020. Donc, au total, on a eu 83 chirurgiens qui ont répondu à ce questionnaire, soit 21%. Plus de 66% des chirurgiens effectuaient plus de 50 chirurgies réfractives par an, et on avait 30% qui étaient des gros opérateurs qui ont effectué plus de 200 par an. La chirurgie réfractive était effectuée en très très grande majorité de manière bilatérale, donc les deux yeux le même jour, à 97,6%. Et les chirurgiens arrêtaient en moyenne les lentilles souples avant la chirurgie entre 48 heures et 7 jours avant la chirurgie. Donc, au niveau de la tenue chirurgicale, on avait 43,4% des chirurgiens qui portaient masque, gants et casaque, donc les trois équipements. 37 chirurgiens qui n'en portaient que 2, c'était plus souvent le masque et les gants. Il y avait 5 chirurgiens qui ne portaient qu'un équipement, et il y avait quand même 5 chirurgiens qui ne portaient ni masque, ni casaque, ni gants stériles. Donc, au niveau de la désinfection à la povidone iodée, le temps contact était inférieur à 3 minutes pour plus de 85% des chirurgiens. Les cul-de-sac conjonctivaux, donc vraiment désinfecter la surface de l'œil, il n'y avait que 65% des chirurgiens qui l'effectuaient. Et on ne trouvait pas de différence significative au niveau du nombre de désinfections, du temps contact entre les 3 techniques de chirurgie réfractive. Pas de différence pour la désinfection entre PKR, LASIK et SMILE. Donc, ensuite, on a réalisé des études de corrélation pour voir si on retrouvait des corrélations entre les différents éléments. Donc, au total, on a eu 20 chirurgiens qui ont déclaré avoir eu une infection post-chirurgie réfractive, soit 24,1%. Et donc, les résultats significatifs qu'on a retrouvés, c'est que 20% des chirurgiens qui portaient des gants stériles ont déclaré une infection post-PKR contre 62,5% des chirurgiens qui ne portaient pas de gants stériles. Et aussi, on trouvait ce résultat pour le LASIK, avec 8,7% des chirurgiens qui portaient des gants stériles ont déclaré une infection post-LASIK, contre 66,7% des chirurgiens qui ne portaient pas de gants stériles. Et pour le masque, on trouve un résultat significatif que pour le LASIK, avec 8,9% des chirurgiens qui portaient un masque chirurgical qui ont déclaré une infection post-LASIK, contre plus de 50% des chirurgiens qui ne portaient pas de masque chirurgical ont déclaré une infection post-LASIK. On s'est demandé aussi s'il y avait une corrélation entre le nombre de chirurgies effectuées par an et la déclaration d'une infection post-chirurgie réfractive. Donc, si le chirurgien était peu expérimenté ou en faisait beaucoup, non, on ne trouvait pas de corrélation dans notre étude. Et on ne trouvait pas de corrélation entre le nombre de chirurgies effectuées par an et le nombre de désinfections à la povidone iodée pour la PKR et le LASIK. Donc, en discussion, notre étude est la première dans la littérature qui évalue les habitudes de prévention des infections post-chirurgie réfractive. Dans notre étude, le port d'un masque chirurgical et de gants stériles est associé à moins d'infections déclarées post-PKR et LASIK. Et le masque dans la littérature en ophtalmologie a montré qu'il diminue la contamination orale bactérienne, notamment dans les injections intravitréennes anti-VEGF. Donc, les limites de notre étude, c'était une étude rétrospective qui est basée sur le volontariat, donc c'est un questionnaire mais qui était anonymisé, et sur la mémoire des chirurgiens. Après, on peut considérer qu'une infection post-chirurgie réfractive reste rare, et ça marque la carrière du chirurgien. Et aussi, les pratiques peuvent évoluer dans le temps, et le questionnaire représente un moment T dans les pratiques de prévention. Et cette étude elle a été réalisée avant la pandémie de Covid-19, donc les résultats, surtout au niveau du masque, je pense, ont changé. Donc, en conclusion, la chirurgie réfractive a un niveau de sécurité élevé malgré les variations de protocoles pré-, per- et post-opératoires de prévention des infections entre les chirurgiens. Dans notre étude, le port de masque, d'un masque chirurgical et de gants stériles était associé à moins d'infections déclarées post-PKR et post-LASIK. Donc, le port d'un masque et de gants stériles apparaît souhaitable pendant la chirurgie.
Et donc, cette étude, elle nous a permis de réaliser des protocoles institutionnels, notamment au Centre hospitalier national des 15-20, pour encadrer l'acte de chirurgie réfractive. Et là, le projet, c'est de diffuser les questionnaires aux sociétés référentes européennes et américaines pour établir des protocoles de référence. Donc, je voulais remercier surtout Dr Knury, le Dr Hamlin et le professeur Bordery. Et on a publié ce papier dans le Journal of Cataract and Refractive Surgery, un journal d'ophtalmologie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et donc, on va pouvoir passer aux questions de la salle. On va effectivement peut-être tâcher de faire un peu vite, comme ça on sera dans les temps. Oui, une question, Hubert Joannet à l'Académie. Oui. Merci beaucoup pour ce travail qui nous donne des résultats qui, moi, me paraissent absolument effarants. Parce que ce sont des taux qui sont quand même assez supérieurs, semble-t-il, à d'autres spécialités chirurgicales. Mais on sait que la compliance, quelle que soit la spécialité chirurgicale en matière de prévention, n'est pas toujours excellente. J'ai deux questions. D'une part, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu quelles sont les conséquences de ces infections pour le patient? Et la deuxième chose, est-ce que la société savante, donc si bien compris la SAPHIR, a édicté des recommandations dans ce domaine? Alors, pour les infections, donc les deux photos que je vous ai montrées, donc souvent c'est des cas assez dramatiques, parce que c'est un patient qui vient, qui voit très bien avec soit ses lunettes, soit ses lentilles. Et l'infection, ça peut entraîner une baisse de vision définitive. Après, il faut faire des greffes de cornée. C'est pas du tout la même chose que de porter des lunettes. Je considère que c'est comme une chirurgie un peu esthétique. Donc, on veut vraiment minimiser le risque. Donc, le risque, il est quand même très sévère en fonction s'il y a une infection. Et par rapport à la deuxième question, pour l'instant, non, la SAPHIR, elle n'a pas édicté de protocole vraiment strict. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, à nouveau l'Académie, Richard Villet, très rapidement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion historique dans cette aventure. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que l'ophtalmologie et la chirurgie, surtout ophtalmologique, était une chirurgie entre guillemets de surface, et je suis moi-même, ayant vécu beaucoup dans les hôpitaux, je me tourne là vers les ERL aussi qui vont prendre le masque sous le nez. Enfin, il y a donc une ambiance qui n'est pas du tout connue quand vous travaillez en chirurgie cardiaque, je peux vous dire. Donc je vous pose cette question pour savoir s'il y a eu aussi des aventures judiciaires, c'est-à-dire si ces infections de cornée qui peuvent faire perdre la vue ont eu des conséquences. Est-ce que vous avez regardé sur le plan juridique où on en était? Parce que c'est vraiment ça le problème. C'est un peu enfoncer une porte ouverte de dire qu'il faut mettre des gants stériles, des bavettes. Et je irais là dire aussi, vous savez qu'à l'Académie de chirurgie, on accueille de plus en plus de dermatologues, et que parmi les dermatologues, il y a maintenant de la chirurgie dermatologique. Et là aussi, il faut faire comprendre, c'est pas parce que c'est de la chirurgie de surface qu'il n'est pas nécessaire d'être, entre guillemets, que les mesures d'asepsie qui ont fait leur preuve. Alors, je vous remercie de la question. Au niveau juridique, après, normalement, on fait signer une fiche d'information sur la chirurgie en elle-même, et l'infection est spécifiée à l'intérieur. Après, le port du masque ou du gant, il n'est pas spécifié dans la fiche d'information, mais en tout cas, nous, 15 ans, maintenant, enfin, tous les chirurgiens mettent masque stérile, casaque, gant. Et après, la chirurgie réfractive, ça reste quand même une chirurgie qui est faite en ambulatoire vraiment strict. Le patient, il reste à peine 1 heure à l'hôpital. Et on pouvait tolérer il fallait parler plus aux patients pendant la chirurgie. Pourquoi il y a des chirurgiens qui n'étaient pas le masque, et il y avait une notion que ça créait une petite inflammation dans l'interface au niveau des gants, mais ça a été, les études les plus récentes ont montré que c'était faux. Donc, le port d'un masque et de gants, c'est le minimum. Après, la casaque, ça, je pense que des fois, dans les cliniques, ils ne veulent pas mettre la casaque pour ne pas effrayer le patient pendant la chirurgie réfractive. Ok, il y a une question de M. Tonetti qui pose la question de la qualité insuffisante des gants standards pour l'ophtalmologie. Est-ce que c'est la justification utilisée par certains pour ne pas mettre de gants? La réponse en 1 minute. Non, les gants, on utilise des gants stériles en chirurgie standard. En tout
cas, nous, à l'hôpital, c'est des mêmes gants que je pense qu'en chirurgie cardiaque, c'est des vrais gants stériles qu'on utilise pour chaque chirurgie. Donc, je sais que parfois certains chirurgiens avancent le fait par exemple, de ne pas double ganter en disant qu'avec le double gantage, ils perdent un peu de sensations et qu'ils sont un peu moins à l'aise au bloc opératoire. Donc je pense que Ah non, bah après, pour la chirurgie ophtalmologique, on double pas. Enfin, on double pour la désinfection. Après qu'on a fini d'installer le champ, on enlève la première paire de gants et on opère avec la deuxième qu'on a mis. il n'y a pas de gêne induite par les gants. Ok, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet excellent exposé montre bien que la chirurgie est une et que le fait d'opérer en ambulatoire ou le fait d'opérer avec des instruments extrêmement complexes et très innovants ne doit pas dispenser l'opérateur, quelle que soit sa spécialité, de prendre les précautions que nous connaissons tous, que nous avons tous appris à utiliser et qui sont fondamentales pour la prévention des infections. J'ajoute que l'Académie organise en janvier 3 webinaires sur la prévention des infections du site opératoire qui sont ouverts à tous. Peut-être maintenant, pour avancer, M. Tonetti pourrait-il présenter la présentation suivante, s'il vous plaît?